Donc, on se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année. Pour le mois d'août, donc début des élections fédérales, donc effectivement, on a une annonce comme quoi les élections fédérales seront déclenchées jusqu'au 20 septembre, donc la date maximum pour les élections. Donc, on suit Yves Perron, qui est candidat pour le Bloc québécois partout dans la circonscription avec plusieurs conférences de presse. Il y a Ruth-Hélène Brosseau également qui annonce se présenter comme candidate pour le NPD. Il y a également, on avait rencontré Léo Souillard, comme mentionné plus tôt, pour le Parti conservateur. Et on a rencontré également Laurence Réquillier pour le Parti vert. Il y a également le Festival de la Nodière à Joliette qui fait son bilan et c'est le retour du Grand Prix de Trois-Rivières. Et en finale, le passeport vaccinal est rentré en vigueur. Oui, bien, on a appris que récemment, la compagnie Nouveau Monde Graphite a commencé des dynamitages pour ouvrir le chemin d'accès qui va se rendre jusqu'à la mine. Or, on a appris que ça allait se passer quelques jours avant que ça commence, c'est-à-dire lundi après-midi. Puis, en fait, la compagnie a tout simplement envoyé un courriel à certaines personnes pour dire que ça allait se passer, a mis un message sur sa page Facebook, mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu de procédures de sécurité qui ont été appliquées, qui ont été données, que l'information n'a pas été donnée à tous les citoyens de la municipalité. Puis là, on est préoccupé de ça. Et dans le message fourni par la compagnie, ça dit qu'il pourrait y avoir certains dangers, que les ondes puis les projectiles qui pourraient sortir de ces dynamitages-là pourraient affecter des sentiers de VTT, des sentiers touristiques. Fait que là, on se pose la question, ils disent de faire circuler massivement parce que ça peut être dangereux, mais il n'y a pas eu de procédure de sécurité conjointement avec la municipalité pour informer les citoyens. C'est un peu douteux, là. Honnêtement, je trouve que c'est pas très responsable, puis le protocole était pas très clair. Donc, on va suivre ça de près, là. Les groupes citoyens sont particulièrement préoccupés. Donc, on va suivre le dossier.
c'est important qu'on soit là, qu'on soit à l'affût. Vous avez vu pendant le mois de juillet ce que le gouvernement a essayé de nous passer au niveau des pesticides, des herbicides, des fongicides, n'eût été de la vigilance des oppositions, mais aussi beaucoup de la société civile, ce serait passé. On a gagné, mais ils ont reporté au printemps. Mais pour continuer la lutte au printemps 2022, il faut être là au printemps 2022. Alors, je vous énumère des raisons qui font en sorte qu'on a besoin encore d'avoir un Bloc québécois fort, un Bloc québécois qui porte la voix et les valeurs du Québec. Au niveau de cette nouvelle-là, les fongicides, herbicides, et ainsi de suite, là, je veux juste faire une petite parenthèse sur la réciprocité des normes. Parce que vous avez sûrement tous remarqué que tout le monde au Québec, tout le monde ne voulait pas de ce changement-là. Personne ne voulait. Alors pourquoi augmenter les quantités de pesticides et de traces d'herbicides dans les petits fruits et dans les récoltes? Peut-être pour importer encore un peu plus du n'importe quoi. Et ça, c'est un des chevals de bataille que je vais mener, que je vais prendre de front. En fait, j'ai commencé, c'est du très long terme. 20 mois, c'est pas assez, mais il faut travailler ça. Il faut cesser de laisser entrer chez nous des produits qui ne respectent pas des normes que nous, on demande à nos producteurs qui sont ici. Il y a une injustice là-dedans qui n'a pas de bon sens, puis les gens, les Québécoises, les Québécois veulent des produits de qualité dans leurs assiettes. Pour ce qui est de ma fonction au Bloc, vous savez que j'avais joué déjà un rôle très important dans la réunification de notre formation politique avant la dernière élection et que je suis reconnu par mon chef et par tous, dans le fond, comme étant une personne qui est rassembleuse, une personne aussi qui est très habile dans la médiation. Et c'est pour ça, je pense que le chef m'a demandé, encore une fois, d'œuvrer à titre de président de campagne. C'est un très grand honneur pour moi de le faire. C'est un beau privilège. Je vais être bien honnête avec vous, j'y avais pas pensé, je m'y attendais pas, parce que pour moi, la fonction de président faisait partie de mon passé. Mais c'est un titre que j'aime bien. Et j'ai commencé d'ailleurs à faire des contacts avec les multiples candidats dans les multiples circonscriptions. Puis je vous dis qu'on a une fichue belle équipe à présenter à l'ensemble du Québec. À travers tout ça, bien sûr, je travaillerai beaucoup, vous l'avez deviné. Bien sûr, je suis appelé à avoir peut-être un rôle un peu plus médiatique au niveau national dans certaines circonstances. Mais il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que je ne négligerai pas ma campagne dans Berthier-Masquinongé. J'adore la circonscription, j'adore les gens qui l'habitent, j'adore la parcourir. On en fait des kilomètres quand on est député d'une circonscription rurale. Laissez-moi vous en parler. Et c'est merveilleux. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera là présent. Mes fonctions de président là, peuvent se faire pas mal au téléphone pendant les trajets, en fait. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Au Bloc québécois, pourquoi on demande un autre mandat? Pourquoi on demande un autre mandat? Puis pourquoi on est si confiant? C'est parce qu'en 2019, on a dit aux gens, écoutez, nous, on va aller porter votre voix, porter vos valeurs, puis défendre vos intérêts sans aucun compromis. Et faire la promotion de vos intérêts. Bien sûr, l'intérêt suprême du Québec, c'est son indépendance. Donc, évidemment, on en parle très régulièrement également. Et pourquoi on est confiant dans la campagne? C'est parce qu'on revient voir les gens, puis on a fait ce qu'on allait dire qu'on allait faire. Ça, c'est très agréable comme sentiment. On retourne voir les gens, on les regarde dans les yeux, puis on leur dit, écoutez, je vous avais dit ça, voici ce que j'ai fait. Je vous avais dit que j'allais travailler, voici mon bilan. Donc, c'est très confiant qu'on y va, bien sûr, avec humilité. On sait que ça repose entre les mains de la population. C'est pour ça qu'on leur demande un nouveau mandat. Mais notre façon de faire l'opposition, qui est constructive, hein, c'est pas juste se lever et dire le gouvernement est pas bon. C'est se lever et dire, écoutez, nous, on pense que c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Voici la solution qu'on propose. Qu'en pensez-vous? C'est arrivé, entre autres, dans le cas de la subvention salariale. C'est arrivé, entre autres, dans le cas de l'aluminium. C'est arrivé dans un paquet de circonstances où est-ce que on a fait une différence de façon très constructive. Et c'est ce genre de travail-là. Puis quand je me promène sur le terrain, les gens me disent, on apprécie votre travail, votre chef, puis vous parlez de façon intelligente et vous proposez des choses, vous élevez le débat. Ça, c'est très agréable de se faire dire ça sur un coin de rue.
On est en compagnie de Sophie Lemercier, la directrice générale de la Maison Rosalie Cadron. Et tu as un beau sourire aujourd'hui, on le sait, parce que tu as une belle inauguration. Mais la maison fait des belles activités et cette année, vous allez pouvoir revenir en présentiel avec le festival Fou du Fil, qui est assez particulier. Peux-tu nous en parler? Ah, tout à fait. Écoute, c'est tellement génial, le festival Fou du Fil. C'est notre 4e édition cette année. Cette année, on revient en vraie version. L'année passée, on a eu une version moyenne. Étant donné les conditions dans lesquelles on était. Mais là, avec la santé publique, on a présenté un plan béton. Donc, on peut accueillir nos gens pour revivre des ateliers d'initiation. Donc, le Festival Fou du Fil, en fait, je vais faire un résumé parce que des gens, des fois, ils connaissent pas ça. Fou du Fil, c'est quoi le Fou du Fil? C'est les amateurs de tous les patrimoines, des savoir-faire reliés au fil. Donc, on les nomme de façon pas exhaustive, là, mais c'est tricot, broderie, dentelle, fléché. Donc, si vous êtes curieux par rapport à ces savoir-faire-là, ou même si ça vous tente de vous initier à ces savoir-faire-là, c'est la place à être. Donc, du 27 au 29 août, à la Maison Rosalie Cadron. Les informations sont sur le site web www.maisonrosaliecadron.org. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers. Puis aussi, on a une version festive du festival. Samedi soir, à la Chasse-Galerie, à 20h, on a le spectacle du groupe Bon Débarras. Donc, il y a des bons billets encore qui sont encore disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur billetterie pour vous en procurer. Puis, c'est ça. C'est ça. Il y a des démonstrations. Ah oui, l'accès au site est gratuit. Okay. Mais pour les formations, pour les démonstrations, c'est mieux de s'inscrire. Tu n'as pas le choix, hein? C'est ça, c'est oui, les règles maintenant. Les règles maintenant. C'est parce qu'il y a un nombre de personnes qui sont acceptées parce qu'on fournit tout le matériel. Okay. Le fil, les outils, tout ça. Puis vous partez dans certains ateliers, même avec, comme mettons, l'initiation macramé. Vous partez avec un petit porte-clés. Fait qu'on vous fournit tout ça. Fait qu'il faut savoir à l'avance combien de personnes s'inscrivent. Donc, on rappelle, c'est du 27 au 29. Au 29. Et si on va avoir des informations, il y a le site qu'on vient de le dire, Maison Rosalie Cadron, ou on peut toujours téléphoner ici au 450 oui. 586 oui. 27 27. Merci Sophie. Ça fait plaisir. Merci Daniel. J'étais avec Marie-Soleil Labelle, équipe de course du musée Gilles Villeneuve dans la série Nissan, Micra, le volet Micra. Grand Prix de Trois-Rivières, 51e édition, un peu spéciale. Peu de public, en tout cas personne à part les équipes dans les paddocks, ce qui n'est pas normal à Trois-Rivières. Normalement, c'est plein de monde, donc ça fait une ambiance un petit peu particulière. Toi, c'est une première expérience au Grand Prix de Trois-Rivières. Une première expérience, je pense, une course où c'est des murs partout. Ça s'est vécu comment, ce temps de piste-là, en ce vendredi 13? Oui, effectivement. Au début, c'est sûr que je suis un petit peu nerveuse parce que des murs, c'est assez intimidant, ils vont toujours être là. Puis si, tu décales un peu, tu le frappes, ça peut être assez... ça peut détruire ton auto. La première pratique, elle s'est super bien passée. Je suis vraiment contente. Les temps au début, j'ai pris du rythme à fur et à mesure. On n'était pas rapide au début. Mais à la fin, je prenais du rythme. Puis, pour de vrai, j'aime vraiment la piste. Même si c'est de rue, il y a des petites bosses à certains endroits. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis, je pensais que les murs allaient être plus imposants. C'est sûr qu'il y a 2-3 petits coins, peut-être que c'est plus imposant que d'autres, mais ça s'est super bien passé. Ça regarde bien pour la course du samedi, la course du dimanche. Donc, la glace est brisée, même s'il fait 40 degrés probablement. Oui, je pense que ça a bien été, puis c'était juste d'y aller une fois, puis là, d'y retourner, ça va être correct. La voiture, ça se comportait bien? Oui, la voiture, elle allait super bien. Il fait super chaud, donc les pneus ont collé tout de suite sur la piste, donc même pas vraiment besoin... Bien, c'était sûr, je devais les réchauffer un peu, mais ça a super bien collé. Je me sentais à l'aise, puis elle allait bien, ouais. Les setups étaient bons. Jusqu'à maintenant, l'an dernier, puis début d'année, c'était des pistes comme le Mont-Tremblant, où il y a chez Icare, il n'y a pas vraiment de mur, il y en a un petit peu, là, mais... Ouais. Donc, c'est vraiment une autre sorte de course. Oui, c'est sûr que, par exemple, si on prend Mont-Tremblant, le circuit, il y a beaucoup de plans inclinés, tandis qu'ici, c'est plat, il y a peut-être des élévations, mais c'était pas si pire. Puis, honnêtement, c'est une piste intéressante à conduire. Je pense qu'il faut le faire quand on vient du Québec puis on pilote des voitures.
Tantôt, on a dit c'est l'équipe musée Gilles Villeneuve. C'est une piste où Gilles Villeneuve a gagné, où Jacques Villeneuve, son frère, a gagné, où Jacques fils a roulé. Ouais. Aussi invité par le Grand Prix. Ça doit être un peu spécial aussi de rouler sur un circuit mythique comme ça. Bien, c'est certain, là, c'est historique. Je pense que c'est une piste qu'il faut faire. C'est un gros événement. C'est sûr qu'à cause de la COVID, c'est décevant, que ça ne soit pas nécessairement comme d'habitude. Mais je suis super aussi contente et fière d'être là. Je veux dire, Gilles Villeneuve le conduit, cette piste-là, donc pourquoi pas. Dans un autre domaine, tantôt, j'ai dit on est vendredi 13. Souvent, on dit que les pilotes ont des petites superstitions. T'en as-tu? Bien, c'est sûr qu'à chaque fois que j'embarque sur la piste, j'ai un petit handshake avec mon père pour que tout aille bien, que ça soit sécuritaire, puis qu'il y ait quelque chose à quelque part qui me protège. C'est sûr qu'il y a quand même eu 2 drapeaux rouges en ce vendredi 13, mais pour de vrai, il n'y a rien eu de critiques, là, puis tous les pilotes sont corrects. C'est sûr que tout est important. Puis pour le rituel, ben, c'est vraiment ça avec mon père. Là, je suis content de te côtoyer pour cette journée du vendredi 13 aux courses. Je pense qu'on a à date une belle journée, même si on aurait aimé ça qu'il y ait des spectateurs, mais ça sera pour l'an prochain. Oui, c'est sûr. En espérant que l'année prochaine, ça va bien aller. On est beaucoup de pilotes, fait qu'il y a quand même de l'action. Au moins aussi, c'est diffusé en direct sur Facebook et tous nos courses. Donc au moins, on peut les regarder comme ça. Oh, ben merci, puis bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour votre patience. Je sais, mes amis dans le monde médiatique, journalistique, ils attendaient depuis un petit bon moment. J'ai eu nombreux appels. Mon chum aussi, on a même eu des visites à la ferme. Désolée, on est en campagne. Hein? Mais je voulais surtout vous remercier d'être là aujourd'hui et m'adresser aux citoyens de Berthier-Masquinongé. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais être la candidate NPD dans Berthier-Masquinongé pour l'élection du 20 septembre prochain. Et j'imagine plusieurs personnes se posent la question, les crimes, ça fait déjà 12 jours qu'on est en élection. Je pense que c'est une élection qui n'était pas souhaitée. C'était pas attendu. Je peux vous dire, depuis 2 ans, j'ai eu la chance de encore davantage prendre des racines dans le comté de Berthier-Masquinongé, surtout à Yamachiche, à la ferme. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec mon conjoint. Aussi développer un projet de achat local Panier-Mauricie. Pour moi, c'est super important, l'achat local. Donc, avec ce projet de loi, c'est vraiment de la ferme à l'assiette. Vous pouvez comprendre avec des nombreux engagements que mon horaire était bien rempli. Et pour prendre une décision, c'était pas difficile à faire, mais il a fallu le prendre avec les membres de ma famille. Honnêtement, ça a pris un petit moment avant qu'on était capable de s'asseoir puis se voir dans le blanc des yeux. Aussi s'adresser aux enfants puis dire comment qu'on fait. Parce que pour être honnête avec vous, il n'y a pas un jour que j'ai pas pensé à la politique fédérale, mais surtout les gens de Berthier-Masquinongé. J'avais toujours le goût de faire la politique et surtout faire la politique autrement. Donc c'est juste une question de comment qu'on fait. Vous le savez très bien, les petites entreprises, on vit une pénurie de main-d'œuvre, c'est pas nouveau. Ça date depuis longtemps, mais on a encore plus de difficultés, les petites entreprises, à recruter, trouver de l'aide, surtout à la ferme. C'est pas toujours évident. Et les 2 dernières années, et surtout pendant la pandémie, je peux vous dire, on sait très bien, les défis sont grands, sont nombreux. Mais ça me donne encore, je peux vous dire, plus le goût de me battre et de proposer des solutions, de travailler avec les élus, de travailler avec les organismes à but non lucratif et de retourner à Ottawa, ouais, il y a du vent, pour me battre pour vous à la Chambre des communes. Donc, je suis vraiment, vraiment fière de vous annoncer que je serai candidate aux élections. Je suis prête, je suis vraiment contente, je suis excitée, puis je suis prête à me battre pour les citoyens de Berthier-Masquinongé, puis à être une voix forte pour trouver des solutions, puis surtout améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Madame Brosseau, quel a été l'élément déclencheur dans la décision qui a fait que là, on s'est dit, je me lance dans la course? Honnêtement, les 2 dernières semaines,
c'était super cherché. Je peux vous dire, on a eu 1200 balles de foin à déloader. Je pense que la plupart des producteurs vont comprendre que quand c'est le temps du foin ou quand c'est le temps de la paille, il faut le débarquer. Et là, j'ai toujours eu le goût de faire la politique et faire la politique autrement. J'ai adoré. Je pense, dans mes veines, ça coule orange. C'était juste une question de timing. On avait des engagements. Ça a pris du temps au niveau personnel et je ne voulais pas laisser l'entreprise ou Panier Mauricie dans un trou. Donc, il a fallu que je m'organise et ça m'a vraiment rappelé quand j'étais mère monoparentale. T'sais, vous le savez très bien, pour élever un enfant, ça prend un village, ça prend un écosystème et veut pas, si vous voulez faire de la politique, ça prend un village, ça prend un écosystème pour faire en sorte qu'il était capable de le faire à temps plein, cœur et âme, se mettre là-dedans. Madame Brosseau, deuxième campagne sur 4 que vous commencez en retard. Votre stratégie pour les prochains jours afin de rattraper ce retard-là, vos opposants sont déjà sur le terrain depuis 2 semaines. C'est sûr que je ne suis pas la première candidate à annoncer que je me présente en élection. Je ne suis pas la dernière non plus. La date limite, c'est lundi. J'ai l'intention d'être présent et accessible, comme je l'étais pendant mon mandat, 8 ans à la Chambre des communes. J'étais connue pour être une députée de terrain, proche des gens, toujours accessible. Donc, j'ai l'intention de faire exactement la même chose pendant la campagne. Est-ce que ça n'aurait pas été bien de faire votre annonce avec le chef aujourd'hui? Vous le savez, on est en élection. Le chef est ailleurs aujourd'hui. J'aimerais ça avoir Jeremy ici. Je me rappelle la dernière campagne, j'ai eu la chance de visiter Saint-Tite avec Jeremy. Donc, si le chef est capable de venir dans Berthier-Masquinongé, je vais l'accueillir à bras ouverts. Est-ce qu'il y a eu des incitatifs de la part du parti pour vous convaincre de vous présenter? C'est sûr, je suis approchée par le parti pour me représenter comme candidate lors des élections. C'était jamais une question de pourquoi, c'était une question de quand. Il a fallu que je m'assoie avec la famille, Panier Mauricie a organisé mes affaires pour faire en sorte que j'étais capable de l'annoncer. Puis c'était aujourd'hui que je fais la bonne annonce pour les citoyens de Berthier-Masquinongé. Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous avez travaillé lors du dernier mandat qui n'ont pas été réglés, que vous voulez reprendre en main? Hier, puis je pense tout le monde, pendant la pandémie, tout le monde s'est retrouvé à travailler à la maison, souvent. Surtout les enfants en rencontre Zoom pour faire les études. Là. Internet haute vitesse revient souvent. Ça n'a pas vraiment bougé. Ici, même dans le rang, on n'a pas accès à Internet haute vitesse. C'est primordial d'avoir accès à Internet haute vitesse. Donc, ça, c'est un dossier qui n'a pas bougé. Il y en a plein. On veut que ça bouge aussi avec le train à grande fréquence à Trois-Rivières. Tous les enjeux qui touchent l'agroalimentaire, c'est super important. J'ai siégé sur le comité permanent pendant 8 ans. Je travaille à une ferme. Tout qui est développement, transformation ici, c'est important. Vous avez été défaite en 2019 par le député sortant. Comment est-ce que vous évaluez vos chances cette fois-ci? Je peux vous dire, depuis 2 ans, quasiment tous les jours, j'ai des messages de citoyens qui m'envoient des encouragements. C'était super positif. Moi, j'ai l'intention de travailler pour les gens de Berthier-Masquinongé. Quand tu te portes candidat, il y a 2 options. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc, je me suis présentée 2011, 2015, 2019 et maintenant en 2021 pour faire en sorte que je sois une voix forte pour les électeurs et les électrices de Berthier-Masquinongé. C'est aux citoyens de décider qui va être le meilleur pour leur représenter à la Chambre des communes. Est-ce que la chance ou la possibilité de se retrouver encore dans l'opposition, est-ce que ça vous êtes un bug? Ou, si vous ne formez pas le gouvernement dans le NPD, est-ce que d'être dans l'opposition encore pour 4 ans, ça ne vous dérange pas? Ou... L'important, c'est de représenter les gens, puis être une voix forte à la Chambre des communes, puis avancer. Moi, je suis connue pour une personne qui veut travailler avec les autres. C'était remarqué avec mon arrivée en politique en 2011. Peu importe la couleur politique, je veux travailler avec les gens. Si quelqu'un a une bonne idée, puis ça va améliorer la qualité de vie des gens de chez nous, on y va. Moi, je suis une personne qui veut travailler pour les gens, puis c'est ça que j'ai l'intention de faire. Est-ce que vous avez déjà votre équipe ou est-ce que c'est à venir dans les prochains jours? Ça commence là, je pense. Ça commence. En fait, on vient d'avoir, je pense, la livraison des pancartes, mais majoritairement, on va utiliser les vieilles pancartes parce qu'on a eu la chance de les descendre du grenier. On a commencé à les nettoyer. Donc, on commence, on met les choses en place. On a beaucoup de messages d'encouragement des gens dans le comté de Berthier-Masquinongé, donc on va réagir assez rapidement. Vous dites, vous voulez représenter une voix forte. Comment vous voyez
vous présentez pour un parti là, que vous risquez, si vous êtes élu, peut-être d'être 2 ou 3 élus au Québec? On sait que les choses changent vraiment rapidement. En 2011, quand le parti m'a approché pour être candidate, il ne pensait pas avoir de chance à être élu dans Berthier-Mascounonger. Mais on a eu une vague. Les choses changent vraiment rapidement lors d'une campagne électorale. Moi, qu'est-ce que je souhaite faire, c'est d'inspirer les gens pour un monde meilleur et voir et leur démontrer que c'était possible, que c'est possible si on travaille ensemble. Donc, tout peut arriver. Oui, je suis arrivée 12 jours après que Justin Trudeau a décidé de déclencher les élections, mais je pense que tout peut changer rapidement. Il faut rester positif, puis j'ai l'intention de travailler avec tout le monde. Vous avez été poursuivi par les libéraux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de vous présenter avec le NPD? Parce que je partage les valeurs du NPD. Quand j'ai décidé de devenir candidate pour la première fois, c'est à cause des valeurs du NPD, les valeurs sociales, surtout environnementales. On ne peut pas nier qu'on est en crise climatique. On n'atteint pas nos objectifs de Paris. Je pense que le NPD, c'est le parti le mieux outillé à défendre les intérêts des gens puis faire avancer les choses. Le festival a commencé le 16 juillet, un jour plus tôt que prévu initialement, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano. C'était une belle surprise. Évidemment, on en parlait depuis plusieurs semaines, mais l'assouplissement des restrictions d'entrée au Canada est intervenu juste à temps, au début du mois de juillet, pour permettre à M. Nagano de venir sans faire de quarantaine, parce que c'était la seule manière pour lui là, de venir. Il n'était pas disponible, il ne pouvait pas venir pour 2 semaines de plus. Mais on a été très chanceux vraiment par rapport à ça. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus dirigé devant public à Montréal, qu'il n'avait plus dirigé l'OSM. On se souviendra que M. Nagano a quitté la direction musicale de l'OSM l'année dernière, un peu... c'est triste à dire, mais un peu en queue de poisson, là, alors qu'on lui préparait des adieux sur plusieurs mois, incluant 2 grands concerts ici à l'amphithéâtre en juillet 2020. Donc, c'était quand même très symbolique, c'était très touchant aussi de le revoir. Puis ça a donné vraiment un coup d'envoi au festival qui est parti sur les chapeaux de roue avec ce concert-là. Jacques Lacombe, qui a dirigé la 5e de Beethoven le lendemain, c'était aussi une très, très belle soirée. Et Jacques est revenu ensuite, plus tard en juillet, pour 2 concerts avec l'OSM. Ça faisait longtemps que Jacques n'était plus venu diriger au festival. En fait, ça faisait 17 ans. On avait peine à le croire, mais Jacques était très présent à une certaine époque avec l'OSM ici, notamment dans l'intérim entre M. Dutoit et M. Nagano. Mais évidemment, une fois que le directeur musical, M. Nagano, est installé, c'est lui qui venait au festival pendant l'été. On a eu aussi de très beaux débuts, des artistes canadiens importants qui font de belles carrières ici à l'étranger, mais qui ne s'étaient pas encore produits au festival. Je pense notamment, avec les violons du roi, au violoniste Kirsten Leon, qui nous a fait des saisons de Piazzolla d'anthologie le 24 juillet. Je pense aussi au violoncelliste Brian Cheng, qui était avec l'OSM la semaine suivante. Je ne peux pas non plus passer sous silence les concerts de la fin de semaine dernière là, qui ont conclu le festival en apothéose, vraiment. Intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec Marc-André Hamelin, Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, 3 concerts là, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, donc avec l'Orchestre métropolitain, et également le 8 août, combiné à cette Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, la création, la première mondiale d'une œuvre commandée par l'Orchestre métropolitain à une compositrice canadienne d'origine autochtone, Barbara Crowell, Barbara Assidjinak, qui revient maintenant à son nom autochtone, en fait. Voilà, donc une courte pièce là, qui a été jouée ici dimanche après-midi pour la première fois. Parfait. Puis, tu sais, je sais que le premier spectacle, justement, quand vous avez annoncé le 16, Ken Nagano, ça l'a fait vraiment un engouement. Je pense que c'était plein après, 2 jours? 2 jours, absolument. On parlait de ça tout à l'heure. La grande inconnue pour nous, pour l'ensemble du festival, c'était vraiment la manière dont le public allait se comporter. Aussi sur des délais très, très courts. Parce que quand même, on parle de 11 concerts à l'amphithéâtre, jauge d'environ 1500 personnes. Bon, ça fait quoi? 15, presque 17 000 billets qui sont disponibles.
et qui sont disponibles en très, très peu de temps. Et l'exemple du concert de Ken Nagano est parfait parce qu'en effet, donc, le concert a été annoncé le 6 juillet et c'était complet 48 heures plus tard. Ça montre que les gens sont vraiment... ils ont soif de musique, ils ont soif de se retrouver, de revenir en salle. Ils ont soif de revenir ici aussi, à l'amphithéâtre, qui est tellement un bel endroit. Donc, ça augure, moi, je pense que ça augure très bien pour la reprise dans le domaine culturel. Mais il ne faut pas non plus se cacher que c'est une route qui va être encore longue, même si le festival a été un très grand succès. Il y a énormément d'artistes un peu partout au Québec là, qui ont très, très peu travaillé depuis 1 an et demi. Le rythme général est encore un peu, j'ai envie de dire, incertain. Et puis, c'est pas vrai que tout va reprendre comme avant non plus. Donc, il faut pas ignorer ça là, pour l'ensemble du milieu culturel. Exact. Ouais. Moi, j'étais allée voir le spectacle justement avec les grands ballets. Moi, ça m'a impressionné qu'ils fassent avec des masques. Oui. Je voyais, puis ça doit être vraiment... C'est un apprentissage, je suppose. C'est dur de faire un spectacle de 1 heure avec des masques. Oui. Puis ça, c'est un bon exemple parce que c'est vrai pour les musiciens, mais c'est peut-être encore plus vrai pour les danseurs. Ce sont pratiquement des athlètes, ces gens-là. Puis ils n'ont pas beaucoup travaillé pendant très longtemps. C'est un grand défi aussi pour eux sur le plan physique, simplement, de retrouver l'endurance, de retrouver la forme, de retrouver Parce que nous, le public, tout le monde, on demeure quand même très exigeant envers eux. On s'attend à voir des choses d'un certain niveau d'excellence. Le 23 juillet, par exemple, en plus, il faut dire que la température a été à peu près parfaite. Oui. Pendant tout le festival. J'ai des festivaliers de très, très longue date qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah, il n'y a pas plu une fois pendant un concert. Ça s'est jamais vu. » C'est bon, ce qui est probablement vrai. Donc, on a été bénis par rapport à ça. Néanmoins, le soir du spectacle des Grands Ballets, il y a eu un coup de pluie vers 6h30, 7h moins quart. Et tranquillement, après, s'est installée une humidité, mais une humidité froide. Et il y avait un peu de condensation sur la scène. Moi, j'étais assez près de la scène, puis j'entendais le bruit des pas des danseurs là, sur la surface un peu humide, puis je me disais, mon Dieu, puis c'est arrivé en quelques minutes. Hein. Je me disais, j'espère que ça va pas les déboussoler, parce que, bon... mais c'est simplement ça fait partie un peu des aléas là, des spectacles à l'extérieur de toute façon. Ouais. Bien, en fait, les 2 premiers concerts étaient à guichet complètement fermé à l'amphithéâtre, donc nos 2 concerts d'ouverture cette année. Et ensuite, il y en a eu plusieurs autres par la suite qui étaient complets. En église aussi, la réponse a été super. Vraiment, on a senti au fur et à mesure que le festival avançait que le mot se passait. Que les normes sanitaires étaient bien respectées, que les gens se sentaient accueillis, en sécurité sur le site. Donc, il y a comme eu un engouement qui s'est multiplié au fur et à mesure que le festival avançait, ce qui fait que le dernier week-end a affiché, les 3 concerts étaient à guichet complètement fermé, donc autour de 1600 personnes chaque soir, ce qui est super. T'sais. Pour beaucoup de gens qui étaient à l'amphithéâtre, c'était le premier événement avec autant de public. Puis d'avoir ce privilège-là, d'être le premier événement pour ces gens-là, ça a été extraordinaire cette année. Puis je suppose aussi, il y a une question un peu de sécurité dans l'optique où c'était à l'extérieur. Donc j'imagine que ça a créé peut-être un sentiment de sécurité, si je peux dire ça comme ça, pour que les gens viennent. Oui, bien en fait, c'est sûr qu'un concert à l'extérieur, ça rassure. Mais après ça, il y avait aussi beaucoup de mesures qui étaient mises en place sur le site pour s'assurer que non seulement on était à l'extérieur, mais que la distanciation était respectée. Donc, on a tracé avec la Place des Arts et la Ville de Joliette des centaines de carrés blancs de 2 mètres carrés pour que
même sur la pelouse, les gens maintiennent une distanciation. Sous le toit, il y avait des espaces entre chacune des bulles familiales. Donc, ça a été beaucoup de gestion, ça a pris beaucoup d'imagination en collaboration avec la Place des Arts, d'imaginer cette manière-là de garder le public à distance. Mais au final, je pense que les gens se sont sentis en sécurité, se sont sentis bien accueillis. Puis il faut dire que les bénévoles, l'équipe, on avait tellement hâte de revoir les gens, puis le public avait tellement hâte de revenir que tout se faisait dans le sourire puis dans la bonne humeur. Donc, ça a vraiment été magique comme expérience. Donc, tu as publié ton 4e roman le 11 août, donc juste à temps pour la journée du livre québécois. Ça s'appelle La floraison des numéphores que j'ai présentement. Pourrais-tu nous faire un petit résumé de c'est quoi ce livre-là? Oui, dans le fond, c'est la suite de mon premier roman, mais c'est une suite qui est indépendante. Donc, ça se veut que si on n'a pas lu le premier roman, on peut quand même lire celui-ci, puis après aller lire le premier si on a envie de savoir ce qui s'est passé avant. Mais c'est les mêmes personnages que l'allégorie des truites arc-en-ciel. Donc, on retrouve Max et Cam 4 ans plus tard, qui sont dans une relation plus stable et qui, disons, ils doivent apprendre à vivre ensemble, donc à vieillir ensemble, à maturer ensemble. Donc, le premier roman, c'était vraiment comment on trouve l'amour, est-ce qu'on ose y aller, est-ce qu'on fait le pas. Puis le deuxième roman, c'est plus par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans une relation 4 ans plus tard, on est plus adulte, on a plus de responsabilités. Donc, comment qu'on garde la flamme allumée, comment qu'on gère nos différentes responsabilités de vie. Professionnellement, ils sont plus établis, donc ils ont plus de responsabilités, ils sont pas aussi fusionnels que dans le premier, puis ça cause un peu des frictions, des tensions, puis des remises en question. Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière le roman. Parfait. Puis, tu soulignes justement là, que c'était une suite qui était attendue du premier livre qu'on a derrière, l'allégorie des truites arc-en-ciel. Est-ce que ça fait longtemps que l'idée est présente de faire une suite de ça, ou c'est venu dernièrement? Bien, je pense que c'était une suite qui était... humblement, je veux dire espéré, au sens où j'ai pas donné d'indication que j'allais faire une suite à ce livre-là parce que je savais pas si j'allais le faire puis je voulais pas décevoir personne. Puis je me suis dit, si je commence une suite et que ça fonctionne pas, ben je peux pas avoir à dire finalement je le fais pas. Fait que j'avais jamais vraiment dit que j'allais le faire. Puis j'avais pas l'intention de le faire non plus tant que ça. Puis quand j'ai commencé à un peu penser aux idées pour mon 4e roman, puis je voyais les thèmes où je voulais m'en aller. Par rapport à justement un couple qui vieillit ensemble et puis ça, je me disais, ben là, Max et Cam, c'est vraiment le couple idéal pour raconter cette histoire-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que l'idée de la suite est venue. Je me suis pas assise en me disant, je veux faire une suite, je fais quoi? C'était plus quand j'ai commencé à mijoter sur les idées, l'idée de la suite est comme arrivée, puis c'était une fois que j'y ai pensé. Puis comment ça s'est passé l'écriture du roman? T'sais, on est encore justement en pandémie, je sais que tu fais des études puis que tu es quand même beaucoup occupée. Fait comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des embûches, des défis? En fait, j'ai décidé de me concentrer principalement sur ma carrière d'auteur. Donc là, j'ai mis mon doctorat sur un gros bloc de glace. Mais parce que c'est ça, je commence à avoir quand même quelques livres à mon actif, quelques contrats ici et là. Donc, j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Donc, de ce côté-là, ça a été plus simple au sens où je travaillais plus juste là-dessus. Par exemple, c'était plus un défi niveau structure de mon écriture, vu que c'était une suite, je voulais ramener certains faits sans que ça devienne redondant. Je voulais que les gens qui le lisent, qui n'ont pas lu le premier, comprennent l'histoire, mais je voulais pas que les gens qui le lisent, qui ont lu le premier, aient l'impression de lire des choses qu'ils savaient déjà. Donc, il fallait que je trouve une façon de remanier l'information, raconter des nouvelles histoires, des nouvelles... J'avais quand même 8 ans Dans le fond, Max et Cam, dans le premier, ils se connaissent pendant 4 ans, puis dans le deuxième, ils sont 4 ans plus tard. Donc, on avait comme 8 ans de relation à structurer dans... Je dis « on » parce que souvent, mon éditrice, elle m'aide à remettre ma ligne. Tu sais, je vais mettre beaucoup d'informations, puis là, éventuellement, le travail de structure, elle m'aide un peu là-dedans, mais ouais, donc c'est définitivement le livre que j'ai été le plus organisé dans l'écriture. Ouais. Puis je pense que tu disais aussi que tu avais toujours un livre d'avance habituellement. Puis tu sais, là, c'était pas le cas pour celui-là, me semble. Tu sais, c'était vraiment, bon, c'est écrit... Non, c'est ça. Mais mes 3 premiers étaient pas mal comme écrits pendant que l'autre se faisait publier. Là, c'était vraiment ça ma chaîne de travail. Je dirais que pour cela, ça a été moins le cas. Puis là, j'en ai pas de... Ben, j'ai commencé à travailler quelque chose, mais je suis pas un livre d'avance sur cela. À un moment donné, le rythme va rattraper aussi, là. Et que
aussi, c'est ça, vu que c'était plus de travail aussi au niveau structure, puis au niveau de m'asseoir, puis essayer de voir quelles informations je voulais mettre, ça a pris un petit peu plus. Ben, ça n'a pas l'air d'avoir pris plus de temps, mais ça a pris un peu plus de temps. Oui, c'est ça, quand on regarde, ça reste quand même un par année, fait que c'est quand même... Est-ce que c'est un objectif, ça, d'en faire un par année, ou c'est Non, c'est juste arrivé comme ça, puis c'est pour ça que je suis pas... j'ai juste l'objectif d'écrire, moi, dans le fond, là, c'est après ça, quand ça donne, la façon que ça l'a donné jusqu'à maintenant, c'était un par année, puis je sais pas, là, je suis en écriture un peu, fait que, je sais pas si je vais avoir un gros boost, puis finalement, je vais en avoir un l'année prochaine ou pas. Je me mets pas d'objectif en tant que de date de parution, je me mets juste l'objectif d'écrire des histoires qui sont fidèles à comment je veux raconter, puis aussi à ce que les gens aiment lire, je pense. Parfait, puis c'est ça, tu sais, même dans tes titres, je crois qu'on retrouve justement le petit côté Marie-Christine Chartier, distingué à cause de ça, là. Ouais, ben c'est ça, puis dans celui-ci, en fait, j'ai eu des animaux aquatiques tout le long, puis là, pour celui-ci, il n'y en avait pas qui étaient sortis de l'histoire, fait que j'allais pas non plus... j'avais pas l'intention de mettre un castor en page couverture, parce que ça me prenait un animal aquatique, là, fait que les nénuphars sont venus comme image, puis je trouvais que ça permettait de sortir un petit peu des animaux, mais de rester aquatique, fait que je trouvais que ça continuait. D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84 % ont reçu une première dose, et c'est quand même important, 70 % en date d'aujourd'hui ont reçu une deuxième dose. Alors, quelques chiffres. Je sais que certains nous suivent de très près avec ces statistiques-là. Il nous manque 400 000 deuxièmes doses pour atteindre notre objectif initial de 75 % de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose, c'est ce qui représente notre 84 %, et 5,2 millions avec une deuxième dose, qui représente le 70 % dont je parlais tout à l'heure. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre, seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation des cas, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école, et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière. Le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre objectif est que le passeport vaccinal permette aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, il veut qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événements publics à fort achalandage? Ici, on pense entre autres à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars, aux restaurants ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les 3 premières vagues.
Bon, maintenant, ça c'est pour à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour qu'on se prépare bien dans les 3 prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote. Moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon. À compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre Le Bourgneuf, on va faire un test pendant 2 jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application, j'ai sorti mon petit téléphone tout à l'heure, l'application elle-même, parce qu'il va y avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va y avoir aussi une application pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Caroline est prête, elle pourra vous donner des réponses. Je pense qu'ils ont très hâte de commencer demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. Econo Fitness à Laval, à Vimont. Alors, Econo Fitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure, il y a même un propriétaire de bars qui sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces 3 projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre dans les prochaines semaines de faire des ajustements nécessaires à la mécanique d'application, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les passeports, puis là je pense aux bars, aux gyms, aux restos, mais aussi aux salles de spectacle, aux festivals, d'être capable de voir comment l'application peut être ajustée au cours des 3 premières semaines pour être prêt au 1er septembre. C'est quoi les sujets qui touchent le comté, que tu veux travailler là, dans un prochain mandat, là, si tu étais là? Merci. Donc, aujourd'hui, j'ai annoncé ma candidature. En fait, je vais être la candidate NPD Lambertie-Masquinongé pour les élections du 20 septembre. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas aux citoyens de Berthier-Masquinongé. Surtout la pandémie, on sait que les enjeux sont grands, mais il y a plusieurs solutions. Moi, l'important, c'est d'être une voix forte à la Chambre des communes et représenter les citoyens, mais surtout trouver des solutions. Travailler ensemble et trouver des solutions pour améliorer la qualité des gens dans Berthier-Masquinongé. Depuis 2 ans, j'ai travaillé beaucoup à la ferme familiale. C'est une petite entreprise où les gens sont capables de venir acheter des produits. L'achat local était toujours important pour moi, mais il y a plusieurs défis qui font face les agricultrices, les agriculteurs, les transformateurs, les petits commerçants. Il y a la pénurie de main-d'œuvre. Tu as travaillé, est-ce que ces dernières années, en agriculture? Oui, j'ai travaillé en agriculture. Et en service toujours, depuis des années, en service. C'est un dossier qui va être important dans tes choix là, de prioriser de l'aide ou de la façon de travailler si tu es élu là, pour les prochaines années. L'agriculture va être au cœur. L'agriculture, c'est un enjeu important, mais je dirais surtout, c'est améliorer la qualité de vie des gens de Berthier-Masquinongé. Le coût de la vie augmente. Les salaires, ils ne suivent pas nécessairement. Il faut prendre soin de nos aînés. L'agriculture, les entreprises, la pénurie de main-d'œuvre, le train à grande fréquence, Internet haute vitesse, il y a plusieurs enjeux. Puis c'est sûr, au long de la campagne, on va faire des annonces, puis on aura la chance de jaser plus en profondeur. Tu nous as expliqué pour les raisons qui ont fait que ça a pris un petit peu de temps à décider, puis c'est normal et bien compréhensible. Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, c'est quoi? La machine roule plus vite. Comment on va faire ça pour se rendre à la ligne d'arrivée?
Mais quand tu te présentes comme candidat, il faut que tu donnes corps et âme. Pour moi, ça a pris un petit moment pour bien placer les affaires. Il y avait des questions personnelles, mais aussi des questions professionnelles. L'horaire est bien chargé à la ferme. Je pense que personne ne voulait se retrouver en élection. Je sais, avec un gouvernement minoritaire, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais à date, je pense que Justin Trudeau n'était pas vraiment capable de justifier pourquoi on se retrouve en élection. C'est la fin de l'été, il fait chaud. C'est la rentrée scolaire pour plusieurs. On a d'autres priorités. Pour moi, c'est important de travailler pour les gens. Je vais travailler fort pendant l'élection et si j'ai la chance de représenter les gens, encore plus fort à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, on vous parle aujourd'hui d'un dossier qui traîne depuis de nombreuses années, qu'on a eu au cours des 20 derniers mois, à peine le temps de commencer à travailler de façon constructive. J'ai été interpellé, entre autres, dans le dernier mandat, dans les derniers 20 mois, par plusieurs citoyens. Plusieurs endroits, plusieurs municipalités aussi. Aujourd'hui, M. Barth, merci M. Barth d'être ici. D'ailleurs, je vais vous donner la parole dans quelques minutes. Je pourrais être averti sur le bord du mur de soutènement. Je pourrais être averti. Je pourrais être à Masquinongé. Je pourrais être dans plusieurs municipalités. C'est une problématique qui est généralisée le long du fleuve Saint-Laurent. L'érosion des berges. Depuis 1997, le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités. Pourtant, vous voyez derrière moi, là, le Macro qui est en train de passer. On ne viendra pas me dire que ça rapporte pas d'argent. Que ça, il n'y a pas des revenus secondaires liés à ça. Pourquoi le propriétaire du terrain ici est magnifique en passant? Pourquoi devrait-il regarder son terrain partir année après année? Je ne sais pas si on pourra, on me le dira, mais on pourra peut-être même aller voir tantôt l'effet de l'érosion. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on s'est déplacé sur place. Parce que les gens sont inquiets. Les gens continuent année après année à payer les mêmes taxes sur un terrain parti. Puis à un moment donné, ben, c'est les structures, les maisons, les bâtiments qui vont être mis en danger. Et c'est le patrimoine aussi, c'est les terrains. Il faut penser à nos citoyens. Donc c'est bien, on a une voie maritime, on n'a rien contre, c'est parfait. Okay, ben, c'est une voie maritime dans laquelle on a autorisé depuis 1997, il y a eu des travaux de dragage. Le tonnage des navires a été augmenté. Tout ça, c'est correct, c'est bien fait. Mais les citoyens ont besoin de support. Et le fédéral doit prendre ses responsabilités. On est en 2021, 1997, il n'y a plus rien qui se passe. Alors moi, dans les derniers mois, j'avais parrainé une pétition de citoyens de la circonscription qui avait pour but de demander au fédéral de prendre ses responsabilités, entre autres limiter les capacités d'IS et d'amener un programme financier. On parle d'argent, là. Financier pour soutenir nos citoyens et nos municipalités pour l'aménagement des berges, pour protéger les acquis des gens. Et il y a moyen de faire ça tout en respectant l'environnement. Il y a moyen de faire ça en respect aussi des gens. On parle beaucoup de respect de l'environnement et c'est une bonne chose. Mais il faut aussi commencer à parler du respect du citoyen. Et arrêter cette espèce d'attitude de mépris. 1997-2021, sérieusement, il y a juste moi qui trouve que ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il va falloir que ça bouge. J'ai un collègue, député, Xavier Berson-Duval, dans le coin de Verchal, qui avait parrainé une pétition semblable. Et le mouvement citoyen créé à la suite de ça a mené à une demande de recours collectif contre le gouvernement fédéral. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui pendant la campagne? C'est parce que c'est un dossier que je voulais continuer à travailler, mais aussi et beaucoup parce que dans les derniers jours, la Cour supérieure du Québec a autorisé ce recours collectif. Et ça pourrait être une piste intéressante pour les gens de Berthier-Masquinongé de se joindre ou de créer leur propre recours. Et si ça s'est passé, on ira encore plus loin dans une prochaine étape. Mais vous pouvez être assuré que le député de Berthier-Masquinongé va appuyer ces gens, ces municipalités. On va talonner le gouvernement. Il faut dorénavant que le fédéral prenne ses responsabilités dans le cadre de l'érosion des berges. C'est le genre de dossier, moi, qui me révolte. Et ça fait trop longtemps qu'on a. C'est bien long.
aussi de Saint-Isidore, Saint-François. On a commencé à faire de l'arrondissement, puis on est en train de faire notre jeu. C'est ce qu'on demande depuis des années, qu'on a ramené le téléphone. Je me suis Général de s'occuper de travailler pour juste avoir soit organiser leur enterrement ou qu'on ait l'argent pour le faire. Merci beaucoup. Un jeu là-dedans. Sur Internet, on a réussi à faire en sorte que le fédéral abandonne son intention de créer son propre programme de déploiement Internet, qui avait comme échéancier 2026, je pense pour 85-90 des résidences, et 2030 pour 100 des résidences. Ça n'a pas de bon sens. On est en 2021, là, on ne va pas attendre 10 ans. Alors, on a fait des pressions, puis on a réussi à faire débloquer les sommes. Puis l'annonce préélectorale qui avait eu lieu à Trois-Rivières avec les deux premiers ministres, c'était ça, dans le fond. Ils annonçaient que le fédéral renonçait à son programme et plutôt injectait les sommes fédérales dans celui de Québec, avec l'échéancier fin 2022. Donc, on a un bon espoir que fin 2022, tous les foyers de Berthier-Masquinongé soient couverts par la couverture Internet haute vitesse. Et les entreprises privées qui en sont responsables sont sujettes à des pénalités là, si jamais il y avait des problématiques là-dedans. La problématique que moi j'aborde ce matin, c'est la couverture cellulaire. C'est un autre dossier. Mais il y a sur le territoire un paquet de, j'appelle ça des trous cellulaires. On est dans un trou cellulaire à Saint-Édouard-de-Masquinongé. Et la communauté, le maire qui nous accompagnait ce matin, Mme Gaudry, qui est la nouvelle propriétaire du Zoo Animalia ici, qui a relancé le zoo. On est super content qu'elle soit avec nous. On lui souhaite la bienvenue. Puis on veut l'aider, puis elle a besoin d'avoir une couverture cellulaire. C'est aussi simple que ça. Les gens qui viennent au camping à côté ont besoin d'avoir une couverture cellulaire. Elle a besoin d'avoir une couverture cellulaire, ne serait-ce que pour ces trucs Interact. Si à un moment donné, c'est logique. Et le maire, tantôt, a exposé des enjeux de sécurité publique. Il y a eu un décès, bon, dans les dernières années, peut-être aurait pu être évité si on avait eu une couverture cellulaire. Il n'y a rien de drôle dans ces histoires-là. Là. Il y a un feu dans la municipalité, puis les derniers arrivés, c'est les pompiers volontaires, parce qu'on ne pouvait pas les rejoindre. Alors, c'est pas acceptable. Puis dans les 20 derniers mois, quand on arrive comme député, on regarde l'état des dossiers, puis ça, c'est un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Puis là, on a eu des espoirs puis des déceptions. Bon, des contacts avec les entreprises privées qui sont prêtes. Il y a une entreprise qui est prête, là. Les plans sont faits. Elle est prête à venir installer une tour. L'enjeu, c'est l'enjeu de rentabilité. Le fédéral, puis les gouvernements généraux laissent le déploiement aux entreprises privées. C'est correct. Mais une entreprise privée, il faut que ça soit rentable. Alors, le fédéral doit injecter des sommes pour s'assurer que tous ses citoyens ont les mêmes services. Parce que là, on se retrouve à Saint-Édouard avec des citoyens qui sont de seconde zone, dans le fond, qui sont moins importants. Puis là, bien, des contacts avec les ministres, des contacts avec les entreprises. Ah, il y a un programme à Québec. L'entreprise soumet sa demande. Finalement, au bout de 3 mois, 4 mois, on obtient une réponse négative. C'est très long, là. Et ça fait longtemps que les gens patientent. Il faut que ça débloque. Donc, moi, ce que je demande ce matin, c'est la création. Je l'ai demandé avant l'élection, en espérant qu'il n'y ait pas d'élection, pour pouvoir continuer le dossier. Ce qu'on fait pendant la campagne, on ne voulait pas d'élection. Mais moi, j'expose à la population quels sont les dossiers que je travaille, puis que je veux voir débloquer rapidement, que j'avais commencé. Ça, c'en est un qui est très important. La couverture des trous cellulaires. Puis je pense que ça prend un programme dédié. On a eu un espoir récemment. On travaillait sur un programme au fédéral pour le déploiement. Et finalement, quand le programme sort, il est dédié aux communautés autochtones. C'est correct, là. Je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est parfait, ça en prend. Mais il y a aussi d'autres secteurs, moins éloignés des grands centres, où il y a des gens qui méritent d'avoir une couverture cellulaire, tout simplement. Alors, c'est ça qu'on lance. Puis, vous faites sûr qu'on va faire des pressions, puis on va mobiliser les gens pour faire une mobilisation. C'est ça. Tu disais que les démarches avaient déjà été entreprises, mais c'est continuer ces démarches-là. Absolument. C'est compliqué de continuer cette implication-là et tout. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, je vais te demander, on était à mi-campagne. Oui. C'est beaucoup de travail. Je sais que en même temps, tu es le président de la campagne, on pourrait dire, nationale. Nationale, oui. Québécois. À date, content de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, content de qu'est-ce qui est fait? Oui, puis quand on fait du porte-à-porte, on va voir les gens sur le terrain, les gens sont très positifs. Les gens sont contents de venir nous voir. Ils accueillent avec le sourire, le petit éclair dans l'œil. C'est le fun. On a des belles discussions. Bien sûr, je ne mentirai pas, c'est pas tout le monde qui va voter bloc, mais je pense que le terrain sent bon. Puis les gens aussi sont ouverts à la discussion. Mais il y a une chose qui est bien commune, c'est que les gens ne voulaient pas d'élection. Les gens sont fâchés qu'on soit en élection. Okay. Ça, c'est une constante. Et sinon, sur le terrain, ils sont super bien. Ça va vraiment bien. Nos candidats au bloc, moi, d'être président de campagne, ça m'a donné l'occasion de parler à l'ensemble de nos candidats. Moi, je vous dis qu'on a vraiment une super belle équipe partout au Québec.
Alors, peu importe dans quel coin du Québec vous habitez, si vous votez pour le Bloc québécois, vous ne vous trompez pas, vous votez pour une bonne candidate ou un bon candidat. Et il reste 2 semaines? Oui, ça va vite. 3 semaines. Mettons 2-3 semaines. On sait qu'il va y avoir un débat à Masquinongé qui va être présent. On vient d'annoncer un débat aussi à Berthier. À Saint-Norbert. Dans la partie Berthier. Dans la partie Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui est prévu pour l'instant? Il y a eu, c'est sûr que moi, dans mon rôle de porte-parole en agriculture agroalimentaire, il y a la Fédération canadienne d'agriculture qui est un débat pan-canadien qui va avoir lieu aussi. Il y a un débat pour la relève agricole qui est fixé aussi. Là. On pourrait vous donner les dates. Ben oui. Sinon, on va être ouvert à tout débat. Dans la dernière campagne, on avait fait un débat sur l'environnement. C'est intéressant. Si ça avait lieu encore. À Yamachiche, moi, qui avait lieu. C'est ça. Alors, on est toujours disponible. Puis je pense que les débats, c'est une belle occasion aussi pour la population de voir, de comparer qu'est-ce que les candidats ont à offrir. Bon, on va commencer tranquillement avec, vous avez été nommé président de la campagne du Bloc québécois la semaine passée. Ouais. Donc, pouvez-vous d'abord me dire en quoi ça consiste, cette nomination-là? En fait, vous savez que j'étais président du parti lors de la dernière campagne électorale. Je l'avais fait un peu de façon informelle. Donc, le chef a décidé de renouveler le mandat. C'est une belle preuve de confiance. J'ai accepté avec grand plaisir. Le rôle, essentiellement, c'est d'être la courroie de transmission, le lien entre les différents candidats dans les différentes circonscriptions et l'organisation politique qu'est le parti. Donc, à des ajustements, s'assurer que tout le monde est au bon endroit, au bon moment. Et bien sûr, il y a aussi un aspect média qui vient avec ça quand il est des questions d'organisation de campagne. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être justement nommé à ce poste-là? Bien, comme je viens de le mentionner, c'est un bel honneur. Je considère que c'est une belle marque de confiance. J'étais très heureux quand Yves-François m'a demandé de répéter l'expérience et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Là. Je pense que c'est un beau privilège. Les gens du caucus ont eu une réaction très positive aussi, donc c'est sûr que ça donne un petit pep avant le début de la campagne électorale de savoir apprécier de notre équipe dans le fond. Puis là, justement, les élections fédérales ont été lancées dimanche. Oui. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Bien, ce qu'on en pense, c'est qu'on ne devrait pas être en élection. On a été élu il y a 22 mois seulement. On est en pleine pandémie, en direction de la 4e vague. Même, je vous dis, en direction, on est pas mal dedans, selon les chiffres qu'on a. Ça augmente. Bien sûr, la population est vaccinée de façon plus adéquate qu'avant. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont encore non vaccinés ou qui ont encore seulement une seule dose. Et là, on va prendre, bien évidemment, plus de risques qu'on aurait pris si on avait continué à faire notre travail de parlementaire. Fait que nous, on a toujours décrié cette décision-là comme étant irresponsable et, dans le fond, vouée à satisfaire les intérêts personnels et les ambitions de M. Trudeau. Fait on le déplore, puis on pense que, de toute façon, il va avoir à rendre compte à la population. J'invite la population à s'en souvenir dans 5 semaines. Si le monsieur n'était pas obligé de déclencher les élections, le Parlement fonctionnait très, très bien. Hein? On était en train on arrivait à faire des compromis. Vous savez que nous, on est quand même contents d'aller voir les gens dans la population. On aime ça, faire campagne électorale. On avait le goût de faire une campagne électorale. La question n'est pas là. Non, c'est ça. La question, c'est quoi qui est le mieux à faire? À chaque fois qu'on a une décision à prendre au Bloc québécois, le premier critère, c'est quel est l'intérêt commun? Est-ce que c'est juste de faire ça? Puis après ça, on regardera si ça peut être rentable pour nous autres. Voyez-vous la distinction? Alors que le Parti libéral, j'ai l'impression que, est-ce que ça peut être rentable pour nous autres? Là? Il rentre au premier rang. Mais ça, je le déplore amèrement. Voilà. Effectivement, puis je pense que c'était 51% des gens qui ne voulaient pas d'élection. En plus, il y a eu un sondage à ce niveau-là qui se sont pas fiés à ça. Si on fait un petit vox pop sur la rue, d'après moi, c'est plus que 51%. Les gens n'ont pas le goût. En plus, on va un peu nuire aux municipales. Je trouve ça dommage parce que la démocratie municipale, c'est une démocratie des plus importantes parce que c'est la démocratie de proximité. Et on se trouve à leur manger du temps de campagne. Là. Quand nous, on va terminer, il va rester un mois. Puis est-ce que la population va être tannée d'être en élection? Ça se peut, donc un peu moins attentive. Tous ces facteurs-là, c'est sûr que ce n'est pas des arguments en faveur de tenir une campagne électorale maintenant.